Salut à tous. Bon, je vous avais promis depuis un petit moment le film de mes servantes. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'être logique dans la répartition des outils sur les servantes et de faire un étage par sujet ou par type d'outil. Donc j'ai fait sur la 100 ans, j'ai fait un premier tiroir avec du tournevis plutôt orienté électricité et donc indifféremment fluo, puisque les fluos là sont pour certains des bornéos, ici aussi sur les VE. Il y a plusieurs générations pour les VE parce que sinon j'en finis plus. Il faut une servante par génération, c'est un peu compliqué. Et on a ici l'équipement qui peut servir à un électricien. Enfin, c'est presque logique, ça l'est pas forcément. Voilà, donc ça c'est le premier tiroir. Un deuxième tiroir de tournevis, donc là on n'est plus en isolé. On a ici des Philips et des Posidrive, des plats. Ici du Torx sur 2 générations. Je crois qu'il y avait du Torx Plus et du Torx Pentalobe, mais j'en suis pas sûr. Ici, vous avez encore des plats, des Robertson en pointe carré pour ceux qui ne connaissent pas. Deuxième génération de Pro Twist et les mêmes en première génération ici. Vous reconnaissez les manches, j'imagine. Bon, du Tom Pouce, bien sûr, un classique. Ici, un ACL1 qui est quand même vachement pratique avec sa petite capsule d'embout Torx. Ici, un nouveau venu dans la caisse. Voilà, un porte-embout flexible et porte-douille. Vous reconnaissez probablement. Ici, j'ai pour le fun un ou deux petits outils en cuivre beryllium, les antidéflagrants. Je trouvais ça marrant. C'est pas pour l'utilité que j'en ai. J'habite pas dans une centrale nucléaire, mais voilà, je trouvais ça sympa dans la boîte. Vous verrez, il y a une pince aussi comme ça. Vous avez mes vénérés Isoril. Ici, on est sur un AMA ou AMB peut-être. Non, AMA. C'est le fameux tournevis automatique, vissé, dévissé, et position bloquée au milieu. C'est l'ancêtre de la visseuse pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, en tournant, j'ai qu'une main pour vous le montrer, mais en tournant la bague, l'hélico sort, et ensuite, on peut visser comme ça. Voilà, dévisser selon le même principe. Et ici, en tournant la bague, on reverrouille l'hélico et on peut ranger le tournevis. Bon, ça sera pas très bien filmé, vous vous en doutez, parce qu'avec une seule main et un iPhone, c'est pas l'idéal pour un cinéaste, que je ne suis pas. Alors un deuxième tiroir, lui, très mixte, avec ici du tournevis 6 pans, des Tom Pouce, Pro Twist. Donc ça, c'est la génération d'avant ceux du tiroir précédent. Ici, des pinces, plusieurs générations. Des Pro série noire ici qui sont indestructibles. Pareil pour celle-ci qui est neuve. Quelques étuis d'embout. Des tournes à gauche, grand, petit, gros diamètre, petit diamètre. Il y a les deux avec leur jeu de barre d'effort ici. Un module martellerie, on va dire, frappe, avec 2 tournevis à boule. Ça, c'est de la cochonnerie, mais c'est de la martellerie aussi. Ça vient de Chine. Je vous présente mes excuses. Un pointeau automatique. Ici, un pointeau tout court. En dessous, un chasse-goupille. Ça, c'est une petite merveille tournée à la main par Mathieu Matard, qui fait partie du groupe. Merci Mathieu. Il m'en a fait également plus petit. Voilà, plus fun. Une merveille. Vraiment, il a du talent. Voilà, ça c'est très hétéroclite comme tiroir de frappe. Vous voyez, c'est frappe au milieu et d'autres choses autour. Alors ici, c'est l'étage Microtech. Il y a également certains outils dont je me servais quand j'avais un atelier qui me permettait de faire de la menuiserie. Mais sinon, c'est Microtech et mesure. Bon, et de temps en temps, il y a un truc qui traîne. Bon, bah, on range comme on peut. Normalement, il me faudrait une servante par génération. Et je dis ça très sérieusement. Mais voilà, c'est pas possible pour l'instant. Donc, Microtech ici. Il y a un petit peu de tout. Je vais vous en ouvrir quelques-uns. Voilà. Pour ceux qui ne les connaissaient pas, les versions antistatiques des tournevis Microtech. On les reconnaît à leur manche noire. Voilà un certain nombre d'autres coffrets. Voilà, un AEX J1 avec 5 tournevis. J'ai reçu tout à l'heure un AEX J2 où il y a 8 tournevis.
Voilà, ici on a affaire à autre chose. Bah là j'ai un petit peu rempli avec ce que je pouvais. C'est pas forcément les tournevis qui étaient livrés d'origine dans le coffret. Mais il m'est arrivé de récupérer des coffrets puis de les remplir avec autre chose. Donc, une petite boîte que j'affectionne particulièrement. Certains d'entre vous la connaissent. C'est la boîte avec le jeu de clé 39, donc les clés mixtes courtes. Avec un petit 3-2 en tête, toute mignonne. J'aime beaucoup ce coffret. Je dois être un sentimental. Là, donc j'ai rempli un petit peu avec ce que je pouvais. Vous voyez, il y a de la mesure Facom, compas. Ici, pied à coulisses d'entrée de gamme. Il y en a des plus perfectionnés et de plus grande précision dans d'autres coffrets comme celui-ci. À une main, ça va être compliqué. Voilà. Il y en a quelques autres, un 816. Il y a différentes précisions. Celui-ci, il est au 200e. Voilà. Alors, il y a un coffret qui s'est retrouvé là, mais par manque de place ailleurs. Il est ici. Voilà. Tournevis dynamométrique. Alors celui-ci, il passe plus à l'étalonnage Cefacom. Il est trop ancien. Le ressort a été stocké certainement compressé. Et donc là, l'étalonnage, c'est plus possible. C'est de la pure collection. Et vous voyez que le coffret est en bon état. Voilà. Ben, puisqu'on est dessus, il y a un de ses cousins que j'ai récupéré il y a peu de temps. Voilà, un cliquet réversible. C'est pas récent. Il n'y a que le coffret, vous voyez, avec les fermoirs qui sont un peu plus récents. Celui-ci est neuf. Seule la mousse a peut-être un petit peu vieilli. Les douilles sont neuves. Alors ça, c'est à l'épreuve des balles. Hein. C'est d'une épaisseur, je ne vous en parle même pas. Seul défaut, une fois qu'on a mis la douille et qu'on l'a verrouillé avec cet anneau, pour l'enlever, on a intérêt à avoir des mains de bûcheron parce que c'est un coup à se déglinguer tous les ongles, sans exception. Je ne sais pas si je m'y prends mal pour éjecter les douilles, mais franchement, ça fait mal aux doigts. Ceux qui ont plus l'habitude pourront me confirmer si ça a toujours fait ça ou si c'est moi qui suis fragile. L'inverseur ici, vous voyez que c'est une technologie, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais apparemment, ça suffisait à l'époque. C'est la série 150. Non, pardon, ça c'est le 67, le cliquet réversible. 150, c'est le prédécesseur du 151 qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ici on a fait le tour. Je suis vraiment désolé pour la prise de vue. C'est pas le top. Mais j'espère que vous vous intéressez plus au contenu qu'à la manière. C'est un enfer ici, en termes de place. Ah oui, je tenais à remercier un de nos membres qui m'a offert, vraiment, très gentiment, ce pied à coulisses pour mesurer l'épaisseur des disques de frein. Ça vaut une fortune. Il s'en servait pas, il a trouvé que ça me ferait plaisir et il s'est pas trompé. Alors ici, c'est l'étage des cliquets. Tiens, ça vient d'arriver. Merci Georges. Alors les cliquets, je crois qu'il y a à peu près tout le monde. Ici, la rallonge extensible, barre de force si vous préférez. Ici, un SL 161. Alors, peut-être, on va faire un vite récapitulatif sur les lettres et à quoi elles correspondent pour ce qui est des cliquets. Ça s'applique à pas mal d'autres choses, mais pour les cliquets, S, c'est 1/2, R, c'est radio, 1/4, J, c'est junior, 3/8, K, c'est camion, 3/4, et M, c'est mammouth, 1 pouce. Il y a même un 1,5 pouces, mais là, on arrive dans le domaine de l'agricole, c'est pas le propos aujourd'hui. Ici, c'est un SL, S parce que c'est du 1/2, L parce qu'il est étanche. L, à mon avis, ils l'ont mis pour lock. C'est verrouillé, on ne peut pas l'ouvrir. Ici, vous avez le SXL, X pour extensible. Vous voyez, c'est facile, SL et SXL. Ici, le SL, mais 171. C'est la génération avec un verrou pour la douille. C'est comme le 161, il ne s'ouvre pas plus. Mais il y a un verrou qui est ici.
et qui permet de libérer la douille qui sinon reste bloquée grâce à la bille que vous voyez ici et qui descend quand on appuie sur le bouton. Diverses rallonges, encore une poignée, mais celle-ci elle n'est pas extensible. Je vais pas dire que c'est mes préférés, c'est un peu snob, mais c'est vrai que on a toujours beaucoup d'affection pour les anciens. Ici le S151 qui a précédé le 151A, qui n'est pas vraiment d'aussi bonne facture aujourd'hui. Ici, avec les kits de réparation que vous connaissez probablement, on fait à peu près ce qu'on veut. On peut donner une vie rallongée à n'importe quel cliquet. J'en ai plusieurs. Toujours dans ce tiroir, on a des rallonges qui ne sont pas toujours faciles à trouver. On a ici des rallonges CDX à verrouillage. Alors le principe c'est voilà, on peut pas les enlever et quand on tire la bague, ça permet d'éjecter la douille ou la rallonge qui se trouve dessus. Voilà. Ça c'est parce que j'ai du CDX, mais il est à la cave. Ne rigolez pas. Ici une rallonge format long, une S141. La 140 c'est la courte, enfin la standard. Donc je remets tout ça. Vous voyez ici une sortie de cliquet. Ici un tournevis qui ressemble à celui que vous avez vu dans le coffret là. C'est un X150, c'est pas jeune. Ici un vilebrequin, toujours en standard. Alors quelques antiquités en dessous là. Vous avez une 500 là, ou 500 ou 500, non c'est une 500 à bec long, je me rappelle plus son numéro. Vous avez ici une T5, la Pincetto des années 2000. Vous en verrez d'autres dans l'autre servante, on verra mieux. Ici une pince coupante démultipliée devant, ça c'est redoutable, ça vieillit très bien, c'est incassable. Et ici un S150, là c'est purement le prédécesseur du S151, le vieux que vous voyez au fond là, avec la tête entièrement en alu. Voilà, ça sur cet ancien modèle, l'inverseur était comme ça. C'est plus rustique, mais vous voyez, ça dure bien dans le temps. L'entretien est facile, il y a un circlip à sortir. On se complique pas vraiment la vie. C'est très hétéroclite dans ce tiroir, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici des 440 en étui de 14. C'est le gros, je pensais le mettre dans la BT White. Et en fait, je me suis laissé avoir, c'est un JP12 qu'on peut mettre parce que 14 c'est trop gros. Du coup, je me retrouve avec ça. Je ne vais pas me plaindre, je suis content, mais voilà, ça n'ira pas dans la caisse dans laquelle je pensais le mettre. Ici, il y a quelques 44 qui sont dans un étui de 40, ça tient mal. Voilà, je ne les bouge plus parce que sinon tout tombe. Vous avez ici des clés 84 que je n'ai pas encore la possibilité de ranger dans un module parce que ça prend énormément de place et on peut pas les comment dire, les mettre tête bêche ou les imbriquer les unes dans les autres comme on le fait avec les, je crois que c'est avec les 99, c'est les douilles articulées en manché où là la barre peut coulisser tout le long de manière à faire un L et c'est plus facile de les ranger les unes dans les autres. Là c'est pas possible, c'est un peu encombrant. Ici vous voyez qu'il y a pas mal d'étuis. Alors en fait ce sont des, voilà, ce sont des AMS, ce sont des tournevis multilames avec un mandrin à serrage. Ça c'est le plus neuf que j'ai. Je crois que j'en ai 6 aujourd'hui. Donc il y en a 1, 2 et 3 en étui. Et 1, 2 et 3 tout seul. Mais pour la plupart, ils sont complets. Vous avez ici, c'est un peu le bordel ce tiroir, hein, je suis désolé. Vous avez ici des quattros. 1, 2, et je sais pas, ouais, c'est bon. Donc ici on a S1, S2, même pas. Je recommence. On a ici la S1, la S2 qui est la plus grande et la S3 qui est la moyenne. Ne me demandez pas où est la logique, il n'y en a pas. Il y a aussi une S0.
qui est difficile à trouver. Et ils n'ont jamais fait d'autres jeux que le jeu, voilà, que ce jeu-là, si vous préférez. Je vais vous le montrer emballé. Voilà. C'est la S1 et la S2, donc ces deux-là. La S3, ils l'ont jamais mise dans un jeu, sauf une fois, il y a eu une promo, je crois. Et la S0, ils l'ont jamais mis nulle part. Donc pour faire le jeu des 4 64C, qu'on appelle aussi les Quattro, c'est un peu compliqué, parce qu'on a du mal à tout réunir. Ici, j'ai un doublon d'une comment dire, d'une 101G, les nouvelles, à verrouillage. Ça permet de les ouvrir plus rapidement. C'est pas mal foutu, et en plus celle-là est à grande capacité et gainée. C'est un successeur assez luxueux de la 101, la toute première que tout le monde vénère aujourd'hui. Elle est pas mal du tout. Bon, me demandez pas pourquoi il y a du Knipex, c'est juste parce que pour faire ça, eh ben voilà, moi je vais pas chez Facom, je vais chez Knipex. C'est comme ça, rompez, vous pouvez fumer. Ici, il y a des kits de réparation de cliquets, il y en a pas mal, je vous les détaille pas, il y en a un certain nombre, je sais pas, il doit y en avoir une dizaine. Désolé pour le désordre, si vous voulez m'offrir un garage, faut pas hésiter, je peux ouvrir une cagnotte, ce sera avec plaisir. Tiens, une 55 qui traîne, ça j'en ai pas des masses, je dois en avoir 2 ou 3. Une 467F qui s'est perdue toute seule, je crois que j'en ai qu'une. Non, j'ai peut-être une plus petite, moi je dois en avoir 2 quoi, un peu plus. Ici, un coffret d'embout, ils sont pas mal. C'est juste le coffret qui est un peu compliqué à emmener, il est un peu grand. Mais sinon, ils sont pas mal. Ici, 2 autres tournevis, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui ne sont pas étalonnables, donc ils sont trop anciens. Ici, ce que moi j'appelle les Frankentool, c'est-à-dire un cliquet radio qui a été mis sur un manche isoril. Donc ça, c'est des manipulations génétiques, je ne sais pas de qui. Il y a DJ PB qui est assez spécialiste pour ça. Il est suffisamment cruel pour en avoir fait pas mal. Et voilà, alors, comment je vais faire pour remettre tout ça? Ah bah oui, ça allait au-dessus. Je me disais bien qu'il y avait trop de place. Bah écoutez, on verra une autre fois, je vais le mettre là-haut. Voilà, donc ça allait comme ça. Et ça, les AMS, ils vont là. Hop là. On passe à la suite. Et ici, c'est la caverne des isorils. D'un certain nombre d'outils que je ne peux pas mettre ailleurs. Donc là, il y a quelques vieilles pinces, une clé à crémaillère neuve. C'est pas ma préférée, mais il fallait en avoir une. Ici, un tournevis à frapper avec ses embouts. C'est pas le plus gros coffret. Il n'y a que 10 embouts. Il y en a un autre, je crois, qui en fait 12 ou 15. Ici, une antiquité qui m'a été offerte par quelqu'un de la famille Facom. Une pince à dénuder automatique. Les modèles rouges n'existent plus. C'était avant la gamme ELEC bleu ciel. Quand ils ont décidé de faire une gamme positionnée pour les électriciens du point de vue marketing, alors que ce sont les mêmes outils que la gamme habituelle, mais voilà, c'est ce qui a précédé la gamme ELEC. Donc ça, j'avais pas de coupe-tube Facom. Comme vous voyez, j'utilise du Makita. Ça, j'aime bien. C'est récemment arrivé. Voilà. Une poignée avec ses 6 doubles lames et son porte-embout. Super commode à mettre dans la boîte à gants. Ici, vous voyez des tournevis, c'est la génération Ergo Twist isolée. Il y a eu les Enduro noirs qui étaient la version endurcie des Ergo Twist rouge avec la tête noire. Et ça, c'est la version isolée. Bizarrement, les Ergo Twist classiques rouge et noir ont eu les manches qui se dégradaient violemment. Les Enduro sont indestructibles et ceux-ci, on les trouve toujours en bon état. La résine utilisée pose pas de problème de dégradation. C'est vraiment que le modèle standard, c'est dommage. Ils sont remplacés gratuitement, mais quand on collectionne, eh ben, on perd l'original. Donc mon format préféré, le format junior, dans une des box. Alors ça, c'est vraiment le conditionnement intelligent.
Ouais, bravo, je trouve. Quand ils font pas bien, je le dis aussi, mais... Donc voilà, SL 161, je vous rappelle, S pour standard, L pour lock. Il est verrouillé, on ne peut pas l'ouvrir. Voilà, c'est pas une des boîtes les plus complexes, ni les plus luxueuses, mais voilà, c'est un format sympa, léger, facile à manipuler. J'aime beaucoup. J'ai oublié de vous parler d'un truc dans le tiroir d'avant. Par là-dessous, sous les embouts, il y avait un jeu de 5 chaises goupilles dans leur étui présentoir. Je range un petit peu et on va passer à la jet qui est à côté. Bon, un petit détour par mon porte-tournevis fait par notre ami de Déco Design. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Ici, vous avez le manche qui est arrivé aujourd'hui avec 2 doubles lames. C'est un petit peu le petit frère de celui que vous avez vu à l'instant. Ici, 6 tournevis auquel il faut que je trouve une place. Ma première servante en impression 3D. Mon camion avec le coffret 100 ans. On va voir ça tout de suite. Et là, on commence par justement le tiroir cliquet. Alors, il n'y a pas que du cliquet, c'est vrai, il y a encore un tournevis à frapper qui est là. Ce module-là dont tout le monde dit du mal, moi je le trouve rigolo. C'est vrai que c'est pas celui qui sert le plus. Ici un coffret, un des nombreux coffrets radio, avec 3 petites clés comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, les 84. Voilà. Alors ça, moi je trouve c'est un des meilleurs. C'est le coffret radio avec un S161, donc pardon, un R161, R pour radio. 161 c'est la génération. C'est le paume de main en fait. Voilà. Ici un coffret particulièrement intelligent, c'est le multi-serrage, qui grâce à un adaptateur ici permet de prendre des douilles sur la clé de 10. On met l'adaptateur comme ça, on prend la douille et on se sert de la clé comme d'un cliquet. Voilà. Évidemment, j'ai trouvé le moyen de le perdre parce que je n'avais pas verrouillé. Voilà. Je vous assure qu'il y a une main, c'est compliqué. Voilà. Et on a un cliquet. Un petit coffret que j'aime beaucoup, c'est le coffret multi-serrage. Alors le multi-serrage, il a la particularité d'être articulé autour d'un outil. C'est cette clé de 10 qui sert avec ses sœurs de clés mixtes, ça c'est pas une découverte. Mais ça sert également de point central pour adapter les douilles radio, tout ça est au format radio. Hein. Grâce à un petit adaptateur, ici, que je place dans l'œil de la clé à fourche. Toujours d'une seule main, c'est pas facile, que j'enfonce jusqu'au bout et donc je me sers pour utiliser une douille. On va le faire comme ça sera plus simple. Et ici vous avez un verrou qu'il faut enfoncer pour mettre la douille. Voilà, là on est verrouillé et on a un cliquet. Réversible évidemment, c'est un cliquet. Voilà, donc ça c'est bien, ça présente la sécurité d'avoir une douille verrouillée. Alors toujours pareil, avec une main ça va pas être simple. Bien, vous me faites confiance j'imagine. Pareil pour les embouts, mais à la place de l'adaptateur pour les douilles, il y a un adaptateur porte-embout. C'est le même principe. Alors, je vais quand même, si vous me permettez, essayer. Voilà, on a fini par y arriver. Je vous fais la démonstration avec le porte-embout qui se met donc lui par contre par l'autre côté. Voilà, ici. Et je mets ici un embout. Ici, c'est un torx. Voilà. Et mon embout est verrouillé. C'est vraiment un petit coffret très sympa.
Moi j'aime beaucoup, je trouve ça assez intelligent comme outil. La présentation est sympa, elle est un petit peu plus luxueuse que sur les coffrets nano ou les coffrets radio habituels. Voilà, j'aime bien, j'ai un petit faible. Ici on a un coffret radio un peu plus complet avec un vide-poche, mais vous avez vu que je m'en suis servi pour autre chose. Celui-ci est livré avec un jeu de douilles longueur normale et de douilles longues. Avec 2 rallonges. Alors là, si j'en ai 4, c'est parce que vous me connaissez. En général, j'ai tout en multi-exemplaires. Sinon, il y a 2 rallonges livrées avec, un cardan, un 161, enfin un SL 161, vous vous souvenez, enfin RL, excusez-moi. Vous vous souvenez, R pour radio, L pour lock, il est verrouillé, il est fermé. Et 161, c'est la génération. Avec le manche R236, si mes souvenirs sont bons. Ouais, R236B, c'est les 2e Pro Twist. Ici, alors ne me demandez pas si je les vends, vous connaissez la réponse. Ici, quelques orphelins. Voilà, ici un R161B. R161 tout court, donc vous avez compris que je préfère quand même l'ancien. Le nouveau est pas mal. La tête est pas mal, mais bon, je suis pas fan. Ici, un RL 161, je crois que c'est HFE ou HLE. HLF, oui, j'ai tout faux, j'ai mélangé les deux. C'est le fluo et avec une tête traversante. Certains d'entre vous sauront expliquer pourquoi elle est traversante. Moi, j'ai pas pigé. Il y a un trou qui traverse la tête. Je me souviens plus si c'est pour l'éjection des douilles. Enfin, j'ai un trou là, c'est le cas de le dire. Une petite rallonge radio. Voilà, alors j'ai quelques R151. Leurs frères sont là, on va passer à tout ça juste après. Ici le R360, à mon avis un des outils les plus intelligents qu'ils aient sortis dans ces 20 dernières années. Là, lui, ses cousins junior et standard, bien sûr. Voilà, ici on a un coffret junior, le même, enfin non, avec que des douilles courtes. Quelques suppléments ici. Avec 2-3 douilles longues, c'est assez dépareillé. En tout cas, le coffret, lui est complet. Là aussi, il y a des rallonges en exemplaires multiples. Tout ça, c'est du doublon. Un adaptateur junior standard. Et ici, donc un JL 161. Vous avez compris maintenant la logique. J pour junior, L pour lock, parce que la tête ne se démonte pas. 161, la génération. Voilà, quelques rallonges ici qui traînent. Quelques douilles que j'ai pas réussi à caser ailleurs. Ça, c'est du standard. Il y en a une autre un petit peu crasseuse, mais toujours vaillante. Ici, un manche en rab le jour où je fais un coffret complet. Ici, vous avez mes chaussettes, déjà, que vous venez d'apercevoir. Ici, une rallonge junior. Et ici, un truc un peu particulier qu'on voit pas tout le temps. Enfin, les connaisseurs connaissent déjà, c'est une rallonge articulée. Vous voyez qu'elle est un petit peu arrondie pour que la douille puisse bouger. Alors je vais essayer de vous le faire toujours d'une seule main, c'est pas facile. Voilà, on prend une douille de 17 ici. On met la rallonge. Et vous voyez que la douille peut bouger. Ça permet d'atteindre des écrous qui ne sont pas forcément exactement en face de la rallonge elle-même. C'est assez pratique. Assez recherché, rarement livré avec les coffrets, pour autant je me souviens. Bon, là il y a une petite série de mètres 800A. Vous savez certainement qu'il y a eu plusieurs générations. La finition n'est pas toujours la même. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours le même boîtier. Les autres c'est un peu pareil. Et il y a même un modèle mixte, métrique et impérial, que vous allez voir ici, toujours avec une main. Voilà. Métrique en bas, impérial en haut. C'est pas fréquent chez Facom de faire de la mesure multistandard. En tout cas, aujourd'hui, les Milwaukee, vous avez vu ici tout à l'heure, qui existent en pouces et métriques, ce qui est quand même vachement bien pour réutiliser les plans de menuiserie américains sans se tromper dans les conversions. Ben ça, vous n'avez pas l'équivalent chez Facom. Et j'ai cru comprendre que, en fait, c'est pas que ce soit interdit de le vendre en France, mais ça n'est pas commercialisé en France. Et pourtant, je crois qu'ils en ont. Mais j'en ai pas la certitude. Bon, ici, un petit vide-poche de douille. Ben, tiens, encore 1 mètre. Voilà.
Et là, quelques coffrets. Bon, alors, criez pas, je sais, ils sont durs à trouver. Moi, je les ai trouvés. Donc, 3 coffrets 100 ans que j'ai reçus pour certains incomplets. Un deuxième. Alors, celui-ci avec un RL 161. Hein, je ne refais pas l'explication de RL. Ici, un RL 171. 171, c'est le verrouillage de la douille avec ce bouton, ici, qui libère, on voit peut-être sur l'image, ça libère, non c'est pas, il faut que ça soit en haut. Voilà, normalement on doit pouvoir le voir. Enfin, bon, on voit pas très bien. En tout cas, le bouton libère la petite bille qui est sur le carré. Et ça permet d'éjecter la douille. Et ici un troisième, avec ici le RL 181, si je dis pas bien, pardon, R181, ou HP 181, HP haute précision, parce qu'en fait il a un, comment dire, un clic de 2,5 degrés si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une précision dans la rotation et dans le retour, dans la reprise, pardon, sur un vissage ou un dévissage qui est vraiment fin. Et là, pour le coup, par manque de place, l'inverseur se situe ici. Ça, par contre, c'est forcément une réussite, parce que si on a les doigts gras, on peut mettre un petit moment à inverser le cliquet. C'est pas forcément très judicieux. Mais enfin, c'est joli. Voilà. Ici, un ancien coffret. Alors, celui-ci trouvé New All Stock, ça s'appelle, c'est-à-dire neuf d'occasion, avec encore un manche isoril à cette époque. Celui-ci doit dater des années fin 70, début 80. Alors, non, d'ailleurs, je vous dis une bêtise, avant 1970. Et le moyen de le savoir, c'est que quand les outils étaient encore marqués, je vais mettre à la lumière, breveté SGDG ou BSGDG, sans garantie du gouvernement, c'est une mention légale qui a disparu en 1968. Donc ça nous dit que au moins le cliquet, mais a priori tout le coffret, date d'avant 1968, date à laquelle cette mention légale a disparu. Celui-ci, autant vous dire que je risque pas de quitter ma servante. Alors, donc je vous ai parlé d'un, voilà, c'est un foyer d'orphelin. Donc là, j'avais fait une petite mousse avec, avant de laisser traîner mes affaires, avec tous les cliquets que j'avais. Donc là, vous avez quand même pas mal de générations. Vous avez le R150 ici, l'ancêtre, où l'inverseur est bon, quand même beaucoup plus archaïque que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Je vous ai montré tout à l'heure le S150, son grand frère. Le R150, je le dois à notre ami Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul Bouteloup, qui est un vrai bon camarade, et grâce auquel j'ai réussi à un petit peu plus compléter ma collection de cliquets radio. Ici un R151, un R161B, c'est en fait le grand frère, le successeur de celui-ci, qui est le R161 tout court, qu'on appelait paume de main, un petit peu comme ça. Les R151, vous en verrez de plusieurs générations. Les premiers, il y a une vis fendue pour serrer et régler le cliquet, mais vous avez peut-être vu tout à l'heure que certains arrivent avec une vis Torx, souvent parce que ils ont été remplacés, réparés avec un kit de réparation gratuit. Je vous rappelle que les kits de réparation sont gratuits, hein. Personne n'a le droit de les revendre. Donc ça peut être un ancien cliquet, mais réparé. Je vous dis ça, mais en fait, c'est pas flagrant parce que bon, vous verrez certainement que sur cet ancien cliquet, la gravure n'est pas la même. Et là, ici, on a affaire à une gravure beaucoup plus récente. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une gravure, c'est la référence qui est moulée. Et clairement, c'est du récent. C'est peut-être du remplacement, peut-être fabriqué en Italie. Ça ressemble au satiné italien, à vérifier. C'est Philippe Bessière ici sur le groupe qui pourrait vous en dire plus. Il a une bonne connaissance de tout ce qui est manufacturing pour les outils Facom. Voilà, donc ça c'est plutôt un ancien. Et donc les premiers R151 avaient une tête à vis. Alors ici
un PE 360. Alors là, ils sont pas fatigués. L'inverseur, ben, je retourne. Voilà, comme ça, c'est vite fait. C'est le successeur simplifié du R360 que vous avez vu tout à l'heure. Ben, en fait, celui-ci là, que tout le monde aime beaucoup, je pense, dans la communauté Facom. Celui-ci, c'est le même, mais il faut retourner le cliquet. Moi, je le trouve pas fantastique parce que vous allez voir, quand on met un embout, voilà, bon là, je tourne, si j'y arrive. Je tourne dans un sens, théoriquement. Voilà, il faut avoir envie. Okay. Là, il tient à peu près. De l'autre côté, si mes souvenirs sont bons, c'est pas aussi évident. Voilà, et là on tourne. Ah, nom de Dieu. Enfin, c'est pas facile de faire la démonstration avec une seule main. Bon, par contre, il garde le principe de la rotation du manche pour faire tourner l'embout. Moi, j'aime quand même beaucoup moins que son prédécesseur, hein, qui est ici. Voilà, donc ici à nouveau un R181, donc le HP 181 si vous préférez, haute précision, vous sonnez avec l'inverseur rotatif en haut du manche. Je range mes affaires. Bon, ici quelques petits crayons, ça c'est... si, il y a peut-être un petit porte-clés Facom. C'est parti des goodies. Ça me fait penser que je vous ai pas tout montré en termes de goodies. Ah oui, alors il y a un truc qui gêne, c'est ça. C'est les cliquets junior. Donc ici, un junior 151A. Alors vous voyez, le 151, il aurait eu une tête avec la vis fendue. Le 151A, il a une vis Torx pour serrer son mécanisme. Celui-ci aussi, il a un peu souffert, mais il y a une Torx. Et là, vous avez un J161B, donc c'est les nouveaux 161 avec ce nouveau manche, ce nouveau chromé satiné un peu étrange. Voilà, la tête, je suis pas super fan. Voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup plus ému. Et ici un JL 161, donc Junior Lock 161, c'est la génération. Et oui, je voulais vous montrer un autre truc, et je sais plus où je l'ai mis. C'était à propos des... Ah oui, des goodies. Alors dans ma boîte à goodies, enfin dans ma boîte à rareté, on va dire. Oui, c'est une boîte Festool. Je ne veux aucune remarque. Ici, une douille fabriquée, c'est une douille Bruni, format CDX, un proto qui n'est jamais sorti. Voilà. C'est un cadeau de l'un d'entre vous. Ça, c'est une 40R de 13 offerte en porte-clés. C'est pas une manipulation génétique. Hein. Une petite lampe de poche en caoutchouc. Ça, cette rallonge, cette mini-rallonge, elle était offerte aux visiteurs de l'usine de Nevers. Je crois que c'était en 96, mais j'en suis pas sûr. Non, c'est en... Ben, je ne sais pas. C'était pour célébrer la conformité ISO 9002. Ici, une 467S, donc une 467, c'est fourche d'un côté, cliquet réversible de l'autre. S pour short, c'est normalement une clé courte. Là, elle était encore plus raccourcie pour en faire un porte-clés, mais c'est le porte-clés goodies offert. Hein. C'est pas du tout, encore une fois, de la chirurgie mal placée. Et dans le même ordre d'idée, vous avez ici la 467F, enfin là, en l'occurrence, sa grande sœur, la 67F, c'est la génération d'avant, où le cliquet s'inverse en tournant la clé, mais la tête est inclinable. Voilà. Donc ça, c'est les goodies. Me demandez pas non plus si ça part, vous avez compris, ça part jamais. Là, on part à un tiroir, alors, de tournevis ancien, plus ou moins ancien. Ici, vous avez sur la droite les ergo twist, les fameux dont le manche part en petits morceaux au bout d'un certain temps. Très variable, il y a des tournevis qui durent longtemps et qui ne s'abîment pas, certains qui tombent en ruine au bout de 2 ans, c'est voilà, très imprévisible. Leur cousin endurci qu'on appelle les Enduro, c'est la gamme Enduro, mais c'est la même génération que les ergo twist, et leur cousin germain en version isolée. C'est ceux qui ont précédé, ceux que je vous ai eu tout à l'heure, les séries VE d'aujourd'hui. C'était déjà des VE, hein, c'est-à-dire que si vous regardez le manche, c'est bien la série VE de l'époque.
Mais encore une fois, c'est le profil Ergo Twist. C'est quelque chose qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2001 ou 2004. Vous avez ici la série Elec, qui n'existe plus. Facom a fait une tentative de positionnement marketing par métier, et notamment pour les électriciens qui auraient pu se servir, et qui se servaient d'ailleurs de tous les autres équipements, tous les coffrets radio, les électriciens en avaient tous dans la caisse ou dans la servante. Mais ça permettait d'avoir un adressage marketing particulier en disant on vous connaît, on vous a compris, on connaît vos besoins, voici une gamme pour vous. Mais voilà, ça reste du Torx, ça reste du Cruciform, du Posidrive. Alors il y a une particularité, c'est qu'il y a des outils spécifiques bien sûr, comme cette pince par exemple, c'est une pince à dénuder automatique, et qui a la particularité de dégainer en même temps qu'elle dénude. C'est un mécanisme à couteau qui se trouve ici. Les couteaux sont interchangeables en cas de casse. Et vous avez ici une molette qui permet de régler la longueur de dénudage. C'est un outil très très perfectionné. Le mien est arrivé en version rouge. C'est celle qui a précédé la bleue. Il n'y avait pas encore de gamme Elec donc à l'époque. Elle était cassée. Facom l'a remplacée sans discuter. En fait, elle coupait le câble au lieu de le dénuder. Donc c'était à peu près sans intérêt. Toujours dans ce tiroir, la série Pro, c'est la série qui a précédé les Enduro. C'est des tournevis, alors ça fait partie des générations qui sont à l'épreuve des balles. C'est indestructible. Ces trucs-là, alors ceux-là ont peut-être moins servi, mais c'est des outils qui ont, allez, on va dire 40 ans à peu près. Et ça traverse le temps. Regardez, en plus ça c'est une version, je dirais, vissage de force, puisque vous avez ici un 6 pans qui permet de mettre une clé pour forcer sur la manœuvre. Ben voilà, c'est des tournevis qui sont toujours là. Bon, les choses ont changé, hein. C'est des choses qu'on ne dit pas devant l'industriel, on ne dit pas à la marque vous avez baissé le niveau de manufacturing, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Ça fait un peu passéiste et nostalgique, mais c'est plus comme avant, c'est clair, c'est pas les mêmes outils, hein. Voilà, ici vous avez un tournevis profil Posidrive, profil Philips, avec un 6 pans de renfort. C'est un truc qui est censé marcher par tous les temps. Voilà, il est toujours là. Bon, vous me connaissez, mes outils ne voient pas beaucoup le cambouis, je reconnais. Mais rien que l'orage pourrait les faire se déliter et perdre leur splendeur d'antan, mais pourtant ils sont toujours là. Mes préférés, les petites pinces Microtech. Alors certaines un peu plus musclées, hein, celle-ci est quand même costaud. Des plus petites, alors les rouges sont en général endurcies, les grises sont les standards, et vous avez ensuite les pinces antistatiques avec des manches en mousse. Et vous avez la différence. Alors, il y a beaucoup de profils pour ces pinces là. J'ai une boîte qui est dans une caisse quelque part ailleurs que ici, parce que j'ai plus de place. Et dans cette caisse, il y a tout un tas de profils de pinces coupantes pour composants électroniques, pour couper les pattes des circuits intégrés, des choses comme ça. Ils ont une très grande variété de profils pour ces pinces-là. C'est vraiment une gamme étudiée, c'est une gamme pensée et définie et déployée sur un vaste spectre de découpe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a un étage de pinces. Je vous ai dit, j'essaye d'être un peu logique dans le rangement, mais après, avec les outils qui pullulent, il y a des fois où je suis obligé de les mélanger parce que j'ai plus le choix. Ici, j'ai essayé de faire un module de pinces d'il y a 2 générations. Mais bon, là aussi, je suis obligé un petit peu de mélanger. Vous voyez, il y a un couteau ici, il y en a 2 autres ici. Il y en avait déjà un là. Vous voyez, pourtant, c'est pas, voilà, c'est pas de la pince. On est obligé de gagner de la place. Ici, vous avez des pinces à circlips. Alors, une de mes anecdotes préférées. Facom a sorti une pince démultipliée pour couper jusqu'à du cap de 3 mm de section. C'est costaud 3 mm, hein, c'est presque de la corde à piano. Alors, comme la pince reste ouverte au repos, ben pour pouvoir la ranger fermée, ils ont mis un élastique. Ils ont même mis le logo, hein. Ne riez pas, moi j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu fort de café d'être obligé de fermer un outil avec un élastique. Voilà comment ça s'utilise. Donc effectivement, il y a une forte démultiplication, ça coupe bien, mais vous voyez déjà il faut des mains de bûcheron, même moi j'ai du mal. Mais en plus il faut une deuxième main pour le garder fermé et mettre l'élastique. C'est pas super ergonomique. Ils auraient pu verrouiller avec ce petit truc qui sert à rien d'ailleurs, parce qu'il y a le logo mais ça bouge pas, enfin, il se passe rien.
Bon, ils m'ont dit clairement qu'ils avaient été un peu vite et qu'il y avait une version 2.0. Donc ils m'ont très gentiment, j'en avais deux des 1.0, ils m'ont très gentiment échangé l'une des deux contre la 2.0, où là, le verrou sert à quelque chose. Vous voyez, il y a un verrou qui permet de bloquer la pince en position fermée. Voilà. Bon, il a tendance à bouger, hein. Des fois elle s'ouvre toute seule. Enfin, au moins, il a le mérite d'exister. Et puis là, on a enfin un outil logique. C'est-à-dire que on le ferme et il reste fermé. Bon, voilà. Donc, évidemment, comme je collectionne, j'ai gardé les deux. Hein. C'est ça qui est amusant, c'est d'avoir les deux. Bon, bah, l'élastique avec une seule main, je ne pourrais pas le remettre tout de suite. Donc, on va faire comme ça. Ici, quelques pinces. Alors, les pinces, elles n'ont pas des particularités. C'est la variété Facom que vous connaissez. Des pinces de longueur différente avec le même profil, ou presque. Il y a quelques petites différences, mais ça reste des pinces à bec fin. Ici, la même, mais en fluo. Ici, la même, mais courbe. Donc ça, c'est la même que celle-ci, mais avec les becs courbes. Ici, posée par-dessus. C'est vraiment une ancienne génération, elle a un peu de mal. Hein. Je la garde parce qu'elle est vieille et que je respecte les vieilles dames, mais franchement, voilà, c'est pas utilisable. Faut être clair. Pour ceux qui me poseraient la question plus tard, ce sont des. Ça, c'est un module mousse à une dimension custom et fait avec des tapis de sol Decathlon. Ça marche pas mal. Ça coûte 2,50 € le tapis. Il en faut 3. Pour 7,50 €, vous avez. Il en faut 3, non j'en ai mis 5, excusez-moi. Mais ça vous fait 12 balles pour avoir un tapis de mousse. Normalement, le bloc de mousse, un module, Facom le vend 33 balles, je crois. Donc voilà, c'est assez rentable. Et on le découpe comme on veut, de manière absolument personnalisée. Voilà, bon, des pinces, comme vous les connaissez. Alors, un petit aparté sur les pinces multiprises. La 170 qui est là, qui est le standard, la Vénérée 170, je la déteste. On se fait, encore ils l'ont gainé maintenant, mais avant on se pétait les ongles quand elle ripait, ça faisait un mal de chien. Ça s'est un peu amélioré avec ses grandes sœurs, voilà. Ici, bon, c'est un peu mieux. Mais bon, je suis pas fan quoi. Alors, il y a un outil moi, qui m'a subjugué, justement à la place des multiprises. Ça fait pas tous les boulots. C'est la 485 en 23 cm ou en 17 cm. Vous voyez que j'en ai même 3, là il y a une troisième qui est ailleurs. Ça, c'est une super pince. Ça n'est pas Facom qui l'a fait. C'est un modèle qui s'appelle RoboGrip, chez Facom aussi, mais qui est fabriqué par un fabricant américain ou allemand, je me souviens plus. Si vous cherchez Robo, ROBO-grip sur internet, vous verrez, il y en a des noirs. En général, elles sont noires d'origine, c'était le modèle de départ. Et puis évidemment, Facom les a gagnés en rouge. Mais c'est un super outil, vraiment super intelligent. Voilà le genre de choses qui me plaît chez Facom. Des trucs, même si c'est pas eux qui le font, ils ont l'intelligence de le mettre au catalogue. Et je trouve ça bien. Voilà, les petits ciseaux qui coûtent vraiment pas grand chose et qui sont d'une efficacité redoutable. Petits ciseaux d'électricien, voilà, un outil sympa. On a ça dans les autres marques, hein, restons clairs, hein, c'est pas des inventions Facom, mais voilà, c'est pratique. Le coupe-tout, la cisaille coupe-tout. Alors il y a, ça c'est la droite, et celle qui est encore mieux c'est la courbe. J'ai mis du temps à l'acheter celle-là, et en fait elle est effectivement beaucoup plus facile à utiliser parce que voilà, le poignet est incliné par rapport à l'objet qu'on découpe et c'est évidemment plus pratique. Il y a un verrou ici pour la garder fermée, et vous avez deux positions, petite main et grande main selon la dextérité de l'utilisateur. Vous avez vu, j'utilise des mots compliqués, hein, dextérité. Voilà, j'ai acheté une pince coupante gainée. J'aime bien un petit peu à l'ancienne quand c'est un peu vintage. Bon, c'est du snobisme, mais je trouve ça rigolo. J'aime bien acheter ce genre d'outils. Pour les plus observateurs, j'ai aussi une Knipex qui traîne ici. Bah oui, ça, celle-là, elle est super intelligente et je pouvais pas éviter d'avoir ça dans la caisse. Que dire d'autre, hein? Un doigt magnétique. Il est vieux celui-là. Alors, n'essayez pas d'enlever le blanc. Ici, pardon, c'est la couleur d'origine. Je l'ai passé un petit peu, j'ai voulu l'enlever, en fait je me suis aperçu que c'était la couleur du manche. Alors, il n'est pas très long, il n'est pas télescopique, mais il sauve bien des situations. Et voilà, c'est un vieil outil que je garde avec plaisir. Des outils bien faits, voilà. Bon, je suis fanboy, hein, je suis pas objectif.
Ah oui, j'ai oublié la pince à dénuder. Ah oui, puis la pince à dénuder, excusez-moi, et la pince grande longueur. Ça m'a sauvé des bouchons de dentifrice dans le lavabo. On ne rigole pas. Non, c'est très agréable à utiliser. Facile, ça passe partout. Alors, l'étage des clés à molette. Alors, il y a un peu toutes les tailles. J'ai une affection particulière, ceux qui ont voulu me les racheter le savent. J'ai une affection particulière pour les phosphatés et surtout les gainés phosphatés. Voilà, ça n'existe plus. C'est bien dommage. Je ne sais pas si elles avaient des défauts sur le terrain. Est-ce que les clients s'en plaignaient? Aucune idée. Mais moi, je les trouve vraiment sympas. Les gainés, en fait, ne posent pas de problème de toucher ou de glissement. Même avec des produits gras, bah, ça tient en main, il n'y a pas de problème. Pourtant, celle-là, elle est toute petite. Sa grande sœur, voilà. Moi, j'aimais bien ces outils-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. Il doit y avoir une raison. Je ne saurais pas vous dire. Celle-là, c'est celle qu'il faut éviter de se mettre sur le pied. Elle pèse quand même son poids. Et alors, toujours par souci de rangement, on a quelques pinces. Alors, les plus récentes, voilà. Je les ai parce qu'il faut les avoir. Je n'ai pas de tendresse particulière pour ce modèle. Mais alors, effectivement, ils ont soigné le ressort. Ça, c'est clair que le ressort, il est efficace. Je ne sais pas, au quotidien, pour vous qui êtes mécano et qui avez plus souvent que moi les mains dans le cambouis, est-ce que ça gêne ce ressort? Je ne sais pas dire. Voilà, donc par manque de place, j'en ai une autre ici. J'ai une VE là qui se cache. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les outils isolés vraiment garantis 1000 volts. Ne pas confondre. Les autres, ils sont testés à 1000 volts, mais ils ne sont pas garantis 1000 volts. C'est la phase de test qui est faite à 1000 volts. Il ne faut pas se tromper. Alors que les autres permettent de travailler sous tension. Ça, c'est hors tension, ça. Jamais garder un circuit fermé en travaillant avec ces outils-là. Alors, un étage que j'aime bien, parce qu'on a ici excusez-moi, les 89 et les 84 que j'ai acheté quand elles sont sorties, je crois que c'est 2004, qui sont vraiment très agréables à utiliser, vraiment, vraiment. Moi, je les trouve très sympas. Les nouvelles, elles ont des manches trop gros, je trouve. Je sais pas, je dois avoir des petites mains, j'en sais rien. Ici, vous avez des étuis. Bon, ça, c'est des grands classiques. Il n'y a rien de particulier. Si, j'ai un étui 100 ans. En fait, j'en ai un deuxième dans la caisse 100 ans, la BT11. Voilà. Ici, la version longue. Alors, des pincettos. Avec là, pour le coup, vous me connaissez, je suis un sentimental. Encore une fois, une tendresse particulière pour les 2T5. Malheureusement, je n'ai pas les autres déclinaisons avec des becs larges, ni la version rouge en plastique. Bon, j'ai ces deux-là. J'en ai une autre que j'ai poncée parce que le gris partait en fumée. Mais voilà, ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'était les premières à gâchette. Maintenant, elles sont toutes à gâchette, donc c'est facile. Mais celle-ci était à gâchette et ça évitait de se mettre... cette languette sur les doigts. Ça aussi, l'ongle du petit doigt, il a souvent souffert. C'était ce que je reprochais aux pincettos. Je les utilisais pas volontiers à cause des dégâts que ça fait sur les doigts. Là, on avait plus ce problème. Et le serrage se faisait en bout. Enfin, c'était vraiment un outil modernisé. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment sympa. C'était une belle évolution de l'outil. Celle-ci a une particularité, elle est automatique, un petit peu comme la pince RoboGrip que je vous ai montré ici. Cette pince qui s'adapte à la taille de l'objet qu'elle pince automatiquement. C'est une multiprise mais automatique. Et bien là c'est pareil. Ça c'est une pincetto automatique. C'est-à-dire que cette pincetto, elle va s'adapter. Là, excusez-moi, ouais, décidément. Là elle se ferme sur elle-même. Voilà. Mais si je pince un autre outil, voilà, elle se règle sur l'autre outil. C'est assez pratique. Par contre, le débattement ne permet pas d'attraper des pièces de toutes les tailles. Mais voilà, quand on a besoin de pincer vite fait et qu'on n'a qu'une seule main libre, vous voyez, c'est assez pratique à utiliser. Là, pour le coup, la languette, ils ont eu l'intelligence de mettre un gainage. Ça évite de se détruire les doigts. Voilà, une version sympa et intelligente d'un outil légendaire, la 500. Ça, c'est pas une 500, en fait, c'est une 582. Deux pinces que j'ai découvert récemment, en fait. La 507. En fait, elles ont un piston ajustable au lieu d'avoir une molette ici. Et pareil, la taille au-dessus, la 509. Alors, une petite section martelage. Bon, là, le marteau a disparu, je l'ai mis dans la BT White. Ici, on a un maillet sans rebond
que j'aime beaucoup. Ça c'est aussi, j'ai découvert ça chez Facom pour le coup. Voilà, des pointeaux, des chasse-goupilles. Ensuite vient l'étage des clés. Alors là, il y a du monde. On va essayer de se mettre à la bonne hauteur, voilà. Donc ici, des 467S, vous vous souvenez, S pour short. Il y a une version avec plus de clés, je crois qu'il y a une version avec 10 ou 11 clés. Ici, deux séries particulières. La petite série 39, que j'aime bien, c'est en fait, c'est des 40, mais version taille Microtech, qui existe en trousse ou qui existe en boîte. Vous l'avez vu au début de la vidéo en boîte. Voilà. Et vous avez ici un étui de série 70 à tuyauter, à cliquet. C'est une clé que vous mettez autour du tuyau, vous rabattez dessus et ensuite c'est un cliquet. Voilà. Vous serrez et quand vous revenez, ça soulève la tête qui vient chercher